Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de l'actualité économique. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. L'objectif, c'est pas de faire un simple survol de l'actualité financière ou logistique de la semaine. Non, pas du tout. On embarque pour une vraie exploration en profondeur. On va scruter une machinerie industrielle qui est souvent totalement invisible pour le grand public. C'est un secteur qui opère loin des regards, ouais. Au beau milieu des océans, en fait. Voilà. Et pourtant, ça agit vraiment comme le système sanguin de l'économie mondiale. On parle du transport maritime de véhicules. Les fameux navires PCTC. Exactement. Et pour mener à bien ce décryptage, on s'appuie sur une source de première main, quelque chose de très très frais. Toute fraîche même, puisqu'elle date d'aujourd'hui. C'est ça, c'est la présentation stratégique de l'entreprise Höegh Autoliners. Elle a été dévoilée aujourd'hui même, le 5 mars 2026. Lors de la DNBC Energy and Shipping Conference. Absolument. Et il faut dire que c'est un document qui tombe à un moment absolument charnière pour l'industrie. Analyser les données internes d'un géant comme Höegh, c'est littéralement brancher un oscilloscope sur le commerce international. Rien que ça. Ah oui, ça permet de lire en temps réel les basculements géopolitiques, les chocs de l'offre et puis la réalité brutale des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est pas juste une question de gros bateaux, quoi. Non, c'est de la macroéconomie pure et dure, mais appliquée à une échelle monumentale. Du coup, la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est d'élucider une sorte de paradoxe. Un très gros paradoxe même. C'est clair. Comment une entreprise peut-elle générer des liquidités à un niveau qui bat littéralement tous les records historiques? Tout en naviguant dans un chaos absolu. Exactement. Un champ de mine géopolitique quotidien. Et comme si ça suffisait pas, comment ils arrivent à orchestrer en même temps l'une des transitions écologiques les plus chères de leur histoire? C'est fascinant. Pour ouvrir le bal, on est obligé de regarder les métriques financières, parce que c'est juste vertigineux. Les chiffres sont colossaux. On parle d'un rendement total pour l'actionnaire, le TSR, qui a été multiplié par près de 11 depuis leur introduction en bourse. Fois 11, ouais. Et si on inclut les dividendes réinvestis, on arrive à un rendement d'environ 440%. Bon, décortiquons tout ça. Comment une telle performance est possible dans un secteur où l'intensité capitalistique est aussi écrasante? Il faut vraiment regarder la vélocité de cette création de valeur pour comprendre le phénomène. Vas-y. Sur les 5 dernières années, on observe un taux de croissance annuel composé, le CAG, de 75%. 75% par an. C'est ça. Et pour te donner un ordre d'idée, l'indice de référence général, l'OSBX, il affiche 12%. Ah oui, le gouffre est immense. Et même l'indice du secteur maritime, l'OBS-HX, lui, il plafonne à 46%. Donc l'entreprise évolue dans une stratosphère complètement différente. Et sur l'année dernière en particulier? 2025 a été une année record. L'EBITDA ajusté ressort à 621 millions de dollars, C'est colossal. avec un bénéfice net de 513 millions. Mais ce qui rend les marchés vraiment dingues, c'est le retour sur capital investi. Le ROIC est de 26%. Avec une politique de distribution qui est ultra agressive, non? Complètement. Ils ont annoncé un dividende de 424 millions de dollars juste pour 2025. Ce qui porte le total redistribué à combien déjà? À 1,63 milliard de dollars. C'est une génération de cash flow qui ressemble presque à ce qu'on voit dans la tech. Sauf que là, on parle de monstres d'acier de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Des actifs extrêmement lourds, oui. Mais cette rentabilité tombe pas du ciel. Il y a un moteur derrière tout ça. Et les données du document pointent vers un bouleversement massif provoqué par la Chine. Le boom automobile chinois. C'est le cœur du réacteur. La demande a complètement siphonné la capacité de transport disponible. Si on regarde l'Europe, ça reste le marché d'absorption principal. Les constructeurs chinois, ils font une percée fulgurante. Ouais, c'est écrit noir sur blanc. Ils ont capté 21% de part de marché en Europe en 2025. Ils sont passés devant tout le monde. Devant les Américains qui sont à 11% et les Coréens à 16%. L'Europe est le socle des volumes, c'est indéniable. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la restructuration totale des routes commerciales vers les marchés dits non contraints. Les marchés émergents, en gros. Voilà. Les exportations depuis l'Asie vers l'Afrique, c'est une croissance de plus 158%. Plus 158%. Ouais. Le Moyen-Orient est à plus 52%. L'Amérique du Sud et les Caraïbes à plus 50%. En fait, la Chine exporte maintenant environ 7,1 millions de véhicules par an. C'est un raz-de-marée. Et c'est pas juste le volume absolu qui compte, c'est l'augmentation drastique des tonnes milles. Parce que les navires doivent aller beaucoup plus loin pour livrer ces nouveaux marchés. Ce qui veut dire qu'ils sont immobilisés plus longtemps. Exactement. Cette fragmentation géographique,
rallonge les cycles de rotation. Du coup, la flotte mondiale devient le goulot d'étranglement de toute l'industrie automobile globale. Une demande vorace face à une offre de navires qui bouge pas à court terme, hein. C'est ce déséquilibre structurel qui propulse les taux de fret à des niveaux jamais vus. Et ça explique le fameux ROIC dont on parlait. D'accord. On comprend bien la dynamique de la demande, mais l'environnement opérationnel décrit dans ce rapport, c'est littéralement un tableau de bord qui clignote en rouge vif de partout. Les risques sont énormes. On parle d'escalade des droits de douane, de nouvelles taxes carbone, de guerre commerciale, sans oublier les conflits impliquant la Russie, l'Iran, Israël. Une instabilité géopolitique majeure, oui. D'un point de vue logistique, comment ils font pour pas couler avec tout ça? Surtout pour un corridor comme le détroit d'Ormuz, qui est vital pour atteindre ce fameux marché du Moyen-Orient en pleine explosion. Le détroit d'Ormuz, c'est très simple, il est classé en niveau de sûreté Marsec 3. Le niveau d'alerte maximum. C'est ça. Ce qui équivaut à une fermeture de fait pour plein d'armateurs. Les risques pour les équipages sont inacceptables et les primes d'assurance deviennent prohibitives. Donc, il dévie les routes. L'équipe opérationnelle gère ces déviations tous les jours, mais en fait, la véritable immunité de Hug face à ce chaos, elle n'est pas sur l'eau. Elle est où alors? Elle est dans les contrats. C'est une stratégie commerciale en béton armé. Leur exposition au marché au jour le jour, ce qu'on appelle le marché spot, c'était que 6% du volume en 2025. Ah ouais, donc 94% de leur volume échappe complètement à la volatilité quotidienne des taux. Exactement, c'est massif. Et la présentation précise que pour l'année en cours, donc 2026, la flotte est déjà entièrement réservée. Ils ont une couverture contractuelle ferme qui atteint les 80%. Avec une durée moyenne du carnet de commande de 2,9 ans. Ils ont même réussi à ajouter 250 millions de dollars de nouveaux contrats rien qu'au quatrième trimestre 2025. C'est une machine à sécuriser du revenu. Mais je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Dans une industrie aussi cyclique, si l'économie mondiale déraille d'un coup, leurs clients vont sûrement vouloir renégocier les prix à la baisse, non? C'est le risque classique du secteur, oui. Sauf que là, c'est fortement mitigé par la nature des cargaisons. Le chiffre clé, c'est que 70% de leur volume, c'est du high-end heavy et du breakbulk. Les cargaisons lourdes et hors normes. Voilà, on n'est plus du tout dans la logistique de la petite voiture de tourisme. On parle d'équipements miniers immenses, de machinerie agricole, de turbines industrielles, de pales d'éoliennes. D'accord. Ce qui implique une dynamique tarifaire complètement différente. Complètement. Tu imagines bien que transporter une excavatrice de 100 tonnes, ça demande une ingénierie d'arrimage très spécifique, des renforts de pont, une expertise de manutention que très peu d'armateurs ont. C'est une barrière à l'entrée colossale en fait. Absolument. Et ces cargaisons s'inscrivent dans des cycles d'investissement très longs. C'est pas corrélé aux achats des ménages qui peuvent fluctuer d'un mois sur l'autre. Et côté fidélité des clients, ça donne quoi? 80% des volumes de renouvellement prévus pour 2027 viennent de partenaires historiques, des gens avec qui ils bossent depuis plus de 10 ans. Donc c'est des contrats très visqueux. Même si la conjoncture se retourne. C'est exactement le terme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'histoire du transport maritime, elle nous montre que chaque période de super profit finit toujours par attirer trop de bateaux. Le fameux cycle de surcapacité. Voilà. Et le document est hyper transparent là-dessus. Le carnet de commande global de l'industrie, c'est 137 nouveaux navires prévus d'ici 2030. Ce qui est énorme. C'est près de 22% de la capacité de la flotte actuelle. Juste en 2025, 75 navires ont été livrés, dont 15 unités massives rien qu'au dernier trimestre. Des navires de 7000 à 9500 unités, oui. Donc est-ce qu'on fonce pas droit dans le mur avec une surcapacité qui va exploser les tarifs? L'optique de ces 22% peut faire peur, c'est vrai. Mais il faut une lecture temporelle plus fine. La présentation montre qu'il y a une vraie sécheresse des commandes sur les 18 derniers mois. Les armateurs ont arrêté de commander. Ils ont mis un coup de frein brutal, oui. Donc, mécaniquement, le carnet de commandes va se dégonfler. Les projections montrent un retour à un niveau de remplacement normal. Autour de combien? Autour de 10% d'ici 2027. Donc, c'est pas un choc d'offres destructeur sur le long terme. C'est juste une grosse vague de livraison très concentrée. Surtout que, dans le même temps, EEG garde un avantage structurel sur ses coûts. Leurs revenus d'affrètement à temps naviguent super loin au-dessus de leur seuil de rentabilité. Et puis leur bilan est un atout majeur. La proportion de navires qu'ils affrètent auprès de tiers est très faible. Ce qui veut dire que si le marché se détend avec toutes ces nouvelles livraisons, Ils laissent simplement expirer les contrats externes, ils réduisent leur flotte sans avoir à détruire de capital propre. C'est de l'agilité pure. d'accord. L'agilité financière, c'est leur bouclier.
Mais la vraie épreuve de force de la décennie, c'est la réglementation et la taxe carbone. L'étau se resserre gravement autour des vieux bateaux très polluants. Ce qui nous amène à l'éléphant dans la pièce. Le transport maritime, ça brûle des hydrocarbures lourds. C'est très sale. Historiquement, oui. Pourtant, leurs documents valident un objectif implacable, le fameux zéro émission nette d'ici 2040. C'est une promesse très audacieuse. Mais comment on finance une révolution technologique pareille tout en versant plus de 400 millions de dollars de dividendes en un an? L'équation se résout par le programme de la classe Aurora. C'est une allocation de capital chirurgicale. C'est la nouvelle génération de navires, c'est ça? Voilà. 12 navires au total. 8 sont déjà dans la flotte aujourd'hui, mais la vraie bascule, ce sont les 4 derniers qui arriveront en 2027 et 2028. Ils ont quoi de spécial? Ils seront équipés de moteurs directement conçus pour tourner à l'ammoniac. D'accord. Mais ça, c'est pour demain. Et pour aujourd'hui? Les résultats sont déjà là. Au 4e trimestre 2025, ils ont certifié 4 navires Aurora pour le raccordement électrique à quai. Ils se branchent sur le port au lieu de faire tourner les moteurs. Exactement. 0 émission dans les ports compatibles. Ça, plus le design de la flotte, ça a généré une baisse brutale de 10% de l'intensité carbone en seulement 12 mois. 10% d'amélioration en un an sur une flotte aussi lourde. C'est massif. Mais on voit bien que c'est le brouillard total sur les technologies. Ammoniac, méthanol, GNL, e-carburant. Miser sur un seul cheval aujourd'hui, ça ressemble à la roulette russe, non? Si nous relions cela à une perspective plus large, c'est tout l'enjeu de leur stratégie multicarburant. C'est une gestion des risques très très fine. Ils font comment concrètement? Ils ont divisé leur flotte en 3 strates. La première, les navires de plus de 15 ans, au diesel, déjà amortis. Eux, ils sont vendus sur le marché de l'occasion. Ok, on s'en débarrasse. Ensuite, la deuxième strate, les navires modernes, de moins de 15 ans. Ils tournent au diesel ou au biodiesel aujourd'hui, mais la salle des machines est prête pour être convertie à l'ammoniac ou au méthanol. Selon ce qui gagnera sur le marché. Voilà. Et la troisième strate, c'est la classe Aurora, conçue nativement pour basculer entre le GNL, le bio-GNL et l'ammoniac. Donc ils s'enferment pas dans une seule technologie. Jamais. C'est hyper malin. Et le document chiffre vraiment cette transition vers 2040. Il balance pas juste des vœux pieux. Ah non, la feuille de route est ultra précise. On a les leviers mathématiques. 55% des réductions viendront de ces fameux carburants alternatifs. Le plus gros morceau. Ensuite, 20% viendront des navires à l'épreuve du futur, donc la nouvelle flotte. L'aérodynamisme et l'hydrodynamisme des prochaines coques apporteront 10%. Et l'efficacité thermique des moteurs compte pour 10% aussi. Restent les derniers 5%. Et ça, c'est l'optimisation par la data. Les algorithmes de routage et la gestion des vitesses. C'est super segmenté. Ça révèle une chose cruciale. Depuis 2008, ils ont déjà baissé leur intensité carbone de 40%. Mais ça, c'était en épuisant les leviers faciles, comme réduire la vitesse des bateaux. Donc maintenant, il faut s'attaquer au dur. Les leviers historiques ont atteint leurs limites. Le gouffre, jusqu'à 2040, il passera forcément par une mutation de la chimie de propulsion. L'ammoniac vert et les biocarburants. C'est ça. Le modèle dépend maintenant de la création d'une chaîne d'approvisionnement mondiale pour ces nouveaux carburants. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final, si on prend un peu de recul sur toutes ces données? C'est bien plus qu'une histoire de transport de voitures. Oui, clairement. Ouigoto Liners, c'est vraiment un baromètre pour comprendre la friction de l'économie globale. Un indicateur avancé. Ils verrouillent 80% de leurs revenus avec des contrats béton, tout en esquivant les zones de guerre. C'est une résilience impressionnante. Et puis ça illustre ce basculement irréversible avec les constructeurs chinois qui inondent les pays émergents. Et c'est important pour quiconque s'intéresse à notre époque de comprendre ces dynamiques, même sans travailler dans la logistique. En quoi ça nous touche directement? Ce qui se passe dans la gestion de l'offre de ces navires, ça dicte l'inflation sur les gros équipements et le prix des voitures qu'on achète. Tout est lié. Et ça prouve que la décarbonation, c'est plus du greenwashing, c'est de l'ingénierie financière de survie pour pas se retrouver avec des actifs obsolètes à des centaines de millions de dollars. Le risque géopolitique, l'ingénierie navale, la finance, tout converge. Exactement. Et d'ailleurs, ça soulève une réflexion inédite sur l'avenir, et je voudrais finir là-dessus. Je t'écoute. Jusqu'à aujourd'hui, la tension géopolitique maritime se concentrait sur des points physiques, des détroits, des canaux, comme le détroit d'Ormuz, là, avec son alerte Marsec 3. Oui, le contrôle des passages. Mais si toute l'industrie maritime lie sa survie climatique à 55% à l'ammoniac et au e-carburant d'ici 2040, La dépendance va changer de nature. complètement. Est-ce que les guerres d'influence de demain ne vont pas déserter ces détroits physiques pour se concentrer sur le contrôle exclusif de la production et de l'approvisionnement de ces carburants verts? Le nouveau sang du commerce mondial. C'est ça.
contrôler l'ammoniac vert sera peut-être plus stratégique que de contrôler en Détroit au Moyen-Orient. Une vraie bascule géopolitique à surveiller. Ça laisse vraiment de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage sur un document vraiment fascinant. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse en profondeur.